Il force sa domestique à jouer du piano pour l'humilier. Ce qu'elle fit laissa tous les invités sans voix. Il l'a traînée jusqu'au piano devant 200 millionnaires juste pour la voir échouer. Elle aurait pu s'enfuir de là, anéantie, mais elle a décidé de faire quelque chose qui allait changer sa vie à jamais. Vous, l'employé, venez ici, tout de suite. Clara se figea au milieu du grand salon. Le chiffon de nettoyage glissa de ses mains tremblantes. Asseyez-vous à ce piano. Maintenant, 200 pères d'yeux se tournèrent vers elle. Des rires étouffés commencèrent à résonner dans la salle au lustre de cristal. Antoine Rousseau désigna le piano à queue allemande d'un sourire cruel. Ses yeux brillaient de malice. Voyons voir si vous avez un autre talent que celui de frotter le sol. Le salon explosa de rire. Une femme vêtue d'une coûteuse robe rouge murmura quelque chose à son mari. Il éclata de rire sans même chercher à se cacher. Clara sentit le sang lui monter au visage. Ses jambes semblaient être de plomb. Chaque pas vers le piano résonnait comme une condamnation. Les invités commencèrent à sortir leur téléphone. Des flashs discrets s'allumèrent. Quelqu'un était déjà en train de filmer. « Ne soyez pas timide », insista Antoine, marchant derrière elle. « Mes invités adorent les divertissements authentiques. » Encore des rires. Quelqu'un applaudit d'un air moqueur. Clara s'arrêta devant le piano. Ses mains, usées par le nettoyage, planèrent au-dessus des touches immaculées. L'instrument valait plus que ce qu'elle gagnerait en 10 ans. Un homme en smoking commenta à voix haute « Ça va être mémorable !» Un autre répondit « Antoine sait toujours comment animer une soirée. » Le silence expectatif était pire que les rires. Tous attendaient le spectacle de l'humiliation, l'employé échouant. Le divertissement parfait pour des gens blasés par leur propre luxe. Antoine posa la main sur son épaule. Il serra avec une force inutile. Jouer n'importe quoi, même joyeux anniversaire, fera l'affaire. Clara ferma les yeux, respira profondément. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Comment allait-elle sortir de cette pièce en gardant le peu de dignité qui lui restait? Avant de poursuivre, si vous croyez que chaque personne mérite dignité et respect, abonnez-vous maintenant à cette chaîne et activez la cloche. Mais pour comprendre ce qui était sur le point de se produire, vous devez savoir qui était vraiment Clara Dubois. Clara avait 38 ans et travaillait comme employée de maison dans l'hôtel particulier des Rousseau depuis 3 ans. 3 ans de silence. 3 ans d'invisibilité, 3 ans à nettoyer, organiser, servir, toujours la tête basse et les mains occupées. Pour ses employeurs et leurs invités, elle n'était qu'une employée parmi d'autres. Quelqu'un qui apparaissait lorsque c'était nécessaire et disparaissait une fois le travail terminé. Personne ne lui avait jamais demandé son nom de famille. Personne n'avait voulu savoir d'où elle venait. Personne n'imaginait que cette femme en uniforme simple et aux mains calleuses gardait un secret qui allait tout changer ce soir-là. Clara était mère célibataire de Sophie, une fillette de 12 ans aux grands yeux curieux. Sophie était la raison pour laquelle Clara se levait chaque jour à 5 heures du matin. C'était pour elle qu'elle supportait les regards méprisants. C'était pour elle qu'elle avalait l'humiliation en silence. La routine de Clara était brutale et implacable. Se lever avant le soleil, préparer le petit déjeuner de Sophie, la déposer à l'école, prendre 2 métros jusqu'au 16e arrondissement où se trouvait l'hôtel particulier, travailler 10, parfois 12 heures, rentrer chez elle alors qu'il faisait déjà nuit, dîner simple, aider Sophie avec ses devoirs, s'endormir épuisée, recommencer le lendemain. Mais ce que personne ne savait, ce que Clara ne racontait jamais à personne, c'est que sa vie n'avait pas toujours été ainsi. À 20 ans, Clara Dubois n'était pas employée de maison. Elle était l'une des pianistes les plus prometteuses de sa génération. Elle avait obtenu une bourse complète au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, l'une des institutions les plus prestigieuses au monde. Seuls 3% des candidats parvenaient à y entrer. Clara fut l'une d'entre eux. Ses professeurs la qualifiaient de prodige. Ils disaient qu'elle avait des mains en or, qu'elle jouait avec une sensibilité rare, impossible à enseigner. Clara se produisait dans des récitals, recevait les éloges de critiques renommés. Elle avait un avenir brillant tracé devant elle, puis tout s'est effondré.
Sa mère, qui vivait seule en province, fut diagnostiquée d'un cancer en phase terminale. Les médecins lui donnaient 6 mois. Clara dut choisir entre son rêve et sa mère. Ce n'était pas vraiment un choix. Elle quitta Paris, abandonna le conservatoire, perdit sa bourse. Elle s'occupa de sa mère jour et nuit pendant 1 an et demi, jusqu'à la fin. Elle dépensa toutes ses économies en traitements et médicaments qui ne firent que prolonger la souffrance. Quand tout fut terminé, Clara était seule, sans argent, sans carrière, et enceinte d'un homme qui disparut dès qu'il apprit la grossesse. Elle devait survivre, elle devait subvenir aux besoins de la fille qui allait naître. Alors, elle accepta le premier emploi qui se présenta, employée de maison, et depuis lors, depuis 15 ans, Clara n'avait pas touché un piano. 15 ans. Non pas parce qu'elle ne le voulait pas, mais parce que jouer provoquait une douleur physique dans sa poitrine. Chaque touche était un souvenir de ce qu'elle avait perdu. Chaque note était un avenir qui n'avait jamais eu lieu. Le piano était devenu un fantôme qu'elle tentait d'éviter à tout prix. Mais Clara n'était pas seulement une victime des circonstances, c'était une survivante. Elle avait un regard ferme qui se détournait rarement. Elle marchait le dos droit, même en portant des seaux et des balais. Elle traitait tout le monde avec respect, attendant la même chose en retour, même si elle savait qu'elle le recevait rarement. Sa fille Sophie avait hérité de son amour pour la musique. La fillette dessinait des pianos dans tous ses cahiers. Elle fredonnait des mélodies à longueur de journée. Elle rêvait de prendre des cours de piano, mais Clara parvenait à peine à payer l'école primaire. C'était le plus grand tourment de Clara, voir sa fille avec le même don et ne pas pouvoir lui offrir les opportunités qu'elle-même avait eues. Et maintenant, à cet instant précis, arrêtée devant un piano à queue allemand, qui valait plus que ce qu'elle gagnerait en une décennie, avec 200 millionnaires attendant de rire d'elle, Clara sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis 15 ans. Une envie irrépressible de jouer. À cet instant, debout devant ce piano, Clara ne pensait ni à la gloire ni à la reconnaissance. Son désir était bien plus simple et en même temps infiniment plus profond. Elle voulait de la dignité. Elle voulait être vue, pas comme l'employée, pas comme la femme invisible qui nettoyait le sol que des gens riches foulaient, mais comme un être humain qui méritait le respect. Juste ça, un regard qui reconnaisse son humanité, un mot gentil, un traitement qui ne la fasse pas se sentir inférieure à quiconque dans cette pièce. C'était si peu, et en même temps, c'était tout. Mais il y avait un autre désir, plus secret, plus douloureux, que Clara portait enfermé au fond de son cœur comme un trésor caché qu'elle avait peur de regarder. Sophie. Sa fille de 12 ans était la raison pour laquelle Clara se levait chaque jour. C'était pour Sophie qu'elle supportait les humiliations en silence. C'était pour Sophie qu'elle nettoyait les salles de bain de maison qu'elle ne pourrait jamais appeler son foyer. C'était pour Sophie qu'elle ravalait sa fierté et acceptait d'être traitée comme si elle n'avait pas de nom. Et Sophie avait un don. Clara s'en rendait compte chaque fois qu'elle rentrait à la maison épuisée et trouvait la fillette fredonnant une mélodie qu'elle avait inventée. Chaque fois qu'elle voyait les cahiers d'école couverts de dessins de piano et de notes de musique. Chaque fois que Sophie demandait, avec ses grands yeux pleins d'espoir, de raconter des histoires sur le conservatoire à Paris. « Maman, c'était comment de jouer du piano dans un vrai théâtre ? Maman, tu crois qu'un jour je pourrai apprendre ? Maman, tu peux m'apprendre. » Chaque question était un couteau dans le cœur de Clara, parce qu'elle savait. Elle savait que Sophie avait le même talent qu'elle avait eu, peut-être même plus. Mais elle n'avait pas les moyens de payer des cours. Elle parvenait à peine à payer l'école primaire. Clara mettait de l'argent de côté, centime par centime. Elle économisait sur tout, mangeait moins pour garder plus, marchait à pied quand elle le pouvait, refusait de sortir avec les autres employés. Chaque pièce allait dans une tirelire cachée au fond de l'armoire. Une tirelire avec un papier collé où était écrit « Sophie, piano ». En 3 ans, elle avait réussi à économiser l'équivalent de 3 mois de cours. Seulement 3 mois.
Pour une enfant qui aurait besoin d'années de formation, c'était si peu que parfois Clara pleurait seule la nuit, se sentant comme une mère ratée. Le pire était de savoir qu'elle avait la capacité d'enseigner. Clara pouvait être le professeur de piano de sa propre fille. Elle pouvait transmettre tout ce savoir acquis dans l'un des meilleurs conservatoires du monde. Elle pouvait ouvrir les portes de la musique à Sophie. Mais elle n'y arrivait pas. Parce que jouer du piano pour Clara, ce n'était pas seulement s'asseoir et appuyer sur des touches. C'était revivre chaque rêve perdu. C'était sentir, note par note, tout ce qu'elle avait dû abandonner. C'était regarder dans le miroir et voir la jeune fille de 20 ans, brillante et pleine d'avenir, et affronter la femme de 38 ans, fatiguée et invisible. Elle avait essayé. Une fois, il y a 2 ans. Elle avait trouvé un vieux piano dans une église du quartier, avait demandé la permission au prêtre de jouer, s'était assise sur le banc usé, avait posé ses doigts sur les touches jaunies et s'était figée. Les larmes étaient venues avant les notes, les mains avaient tremblé, la gorge s'était nouée. Clara était sortie en courant de cette église comme si elle fuyait un fantôme, et d'une certaine manière, c'était le cas. Depuis, elle évitait les pianos, détournait le regard quand elle en voyait un, changeait de trottoir quand elle passait devant des magasins d'instruments de musique. La douleur était physique, réelle, insupportable. Mais ce jour-là, en préparant cette fête absurde pour des gens absurdement riches, quelque chose changea. Peut-être était-ce de voir ce piano à queue allemand, parfait, rutilant, valant plus d'argent qu'elle n'en gagnerait en 10 ans de travail. Peut-être était-ce de penser à Sophie et à la tirelire avec l'argent qui ne serait jamais suffisant. Peut-être était-ce la fatigue accumulée d'années à être traitée comme si elle n'existait pas. Ou peut-être était-ce simplement le fait que, cet après-midi-là, en lustrant les touches de ce magnifique piano, ses mains s'étaient souvenues. Elle s'était souvenue de la sensation de jouer, du poids juste des touches répondant aux doigts, de la vibration des cordes résonnant dans le corps de l'instrument, de la magie de transformer le sentiment en son. Et pour la première fois en 15 ans, Clara sentit quelque chose qui n'était pas de la douleur. C'était du désir. Un désir brûlant, incontrôlable, de jouer à nouveau, de se prouver à elle-même qu'elle n'avait pas perdu ce don, que ses années n'avaient pas été vaines, qu'elle était toujours, quelque part à l'intérieur de cet employé épuisé, la pianiste brillante qui charmait les publics. Clara ne voulait pas la gloire, elle ne voulait pas l'argent, elle ne voulait pas les applaudissements. Elle voulait juste s'asseoir à ce piano et jouer une dernière fois, sentir la musique couler à travers elle, se souvenir de qui elle avait été, montrer à sa fille, ne serait-ce qu'en penser, que les rêves ne meurent pas, ils s'endorment simplement. Et peut-être, juste peut-être, si elle parvenait à jouer à nouveau, pourrait-elle enseigner à Sophie? Pourrait-elle transmettre cet héritage? Pourrait-elle transformer la douleur du passé en espoir pour l'avenir? C'était le désir le plus profond de Clara Dubois. Pas la richesse, pas la vengeance, juste la chance d'être elle-même, complète, pendant quelques minutes. La chance de jouer du piano sans la douleur, la chance de montrer que, malgré tout, elle existait encore. Mais entre Clara et ce désir, il y avait des obstacles qui semblaient insurmontables. Le plus grand obstacle avait un nom et un prénom. Antoine Rousseau. Il n'était pas seulement un employeur exigeant, c'était un homme qui trouvait du plaisir à rabaisser les autres. Un homme d'affaires prospère qui avait bâti un empire d'hôtels de luxe mais qui, à un moment donné, avait perdu toute trace d'humanité dans le processus. Antoine avait 45 ans, des cheveux grisonnants parfaitement coiffés, des costumes italiens sur mesure et un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Ses employés le craignaient, ses associés le respectaient par peur, sa femme l'évitait. Et Clara, comme toutes les employées qui étaient passées par l'hôtel particulier Rousseau, avait rapidement appris à se rendre invisible quand il était dans les parages. Parce qu'Antoine avait une habitude particulière et cruelle. Il aimait transformer ses employés en divertissement pour ses invités. Il avait déjà forcé un jardinier à réciter de la poésie, obligé un chauffeur à chanter de l'opéra,
fait préparer à une cuisinière un plat impossible en un temps record, pendant que tout le monde regardait et pariait si elle y arriverait. C'était son jeu favori, humilier les invisibles, transformer le malheur d'autrui en amusement pour les blasés. Et personne ne le confrontait jamais parce qu'il était trop puissant, trop riche, trop influent. Cette nuit-là serait la plus importante de l'année pour Antoine. 200 invités. Hommes d'affaires, investisseurs, héritiers de fortunes anciennes. Champagne millésimé à 1 000 € la bouteille. Canapé préparé par un chef étoilé. Piano à queue allemand fraîchement importé qui coûtait plus cher qu'une maison entière. Et la raison de tant de faste, conclure une affaire de 50 millions d'euros avec des investisseurs suisses qui étendaient leurs activités en France. Un contrat qui rendrait Antoine encore plus riche et puissant. Il était nerveux. Clara l'avait remarqué tout l'après-midi. Il arpentait le salon, vérifiant chaque détail, criait sur les fournisseurs, réprimanda le chef 3 fois et déchargeait son anxiété sur les employés comme il le faisait toujours, avec mépris. « Vous !» appela-t-il Clara pour la 5e fois cet après-midi-là, sans jamais utiliser son nom. « Ces coupes sont tachées, nettoyez-les à nouveau. » Les coupes étaient parfaites. Clara le savait. Mais elle les nettoya à nouveau en silence. « Vous !» appela-t-il encore 1 heure plus tard. « Pourquoi êtes-vous encore ici? Vous devriez être en cuisine pour aider. » Clara était exactement là où il lui avait dit de rester. Mais elle alla en cuisine sans se plaindre. Et puis, à 18 heures, alors que Clara pensait qu'elle pourrait enfin partir, Antoine l'appela à nouveau. « Vous resterez pour servir à la fête. »« Monsieur, je n'étais pas prévu ce soir. Je dois récupérer ma fille chez la voisine. »« Appelez quelqu'un. Jeanne est absente. »« Vous la remplacez. » Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Et Clara savait qu'elle n'avait pas le choix. Refuser signifierait perdre son emploi. Et perdre son emploi signifierait ne pas payer le loyer, ne pas acheter de nourriture, ne pas maintenir Sophie à l'école. Alors, elle appela la voisine, s'excusa, promit de payer un supplément, et resta. Mais il y avait un autre obstacle, peut-être encore plus effrayant qu'Antoine. Les propres pensées de Clara. Parce que pendant qu'elle préparait le salon, ses yeux revenaient sans cesse vers le piano. Et chaque fois qu'elle regardait, une guerre se livrait en elle. Une partie voulait fuir, voulait éviter cet instrument comme elle l'avait évité ces 15 dernières années. Parce que jouer signifiait se souvenir, et se souvenir signifiait ressentir la douleur de tout ce qu'elle avait perdu. Mais une autre partie, une partie qui se réveillait après des décennies d'endormissement, voulait s'approcher, voulait jouer, voulait prouver qu'elle était encore capable. C'était une torture silencieuse que personne autour ne percevait. L'obstacle externe était Antoine et son monde de richesse cruelle. L'obstacle interne était la peur paralysante de Clara de confronter son propre passé. Ensemble, ils formaient une barrière qui semblait impossible à franchir. Et puis, à 20h15, alors que le salon était bondé de gens riant, buvant, parlant d'affaires et de vacances sur des yachts, Antoine regarda autour de lui, cherchant quelque chose. Son regard se posa sur le piano, puis sur Clara, qui passait avec un plateau de coupe vide. Et Clara vit le moment exact où l'idée naquit dans son esprit. Vit le sourire cruel se former, vit ses yeux briller de malice. Elle connaissait ce regard. C'était le même regard qu'avant de forcer le jardinier à réciter de la poésie, d'avant d'humilier la cuisinière, d'avant de transformer quelqu'un de vulnérable en spectacle. Et cette fois, la cible, c'était elle. Clara sentit son estomac se nouer. Ses mains se mirent à trembler. Le plateau faillit glisser. Elle voulut courir, voulut disparaître, voulut être n'importe où sauf là. Mais il n'y avait pas d'issue. Antoine marchait dans sa direction. Et Clara savait, avec une certitude absolue et terrible, qu'il était sur le point de transformer son plus grand désir en son pire cauchemar. L'obstacle ne s'approchait plus. Il était arrivé, et il l'appelait. Enfin, pas par son nom, parce qu'Antoine n'avait jamais su son nom. Vous, l'employé, venez ici tout de suite.
Et c'est ainsi que Clara Dubois se retrouva traînée au centre du salon, devant 200 riches inconnus, en direction du piano qu'elle désirait tant et craignait tant de toucher. La fête battait son plein. Le champagne Moët en Chandon coulait à flots. Des coupes en cristal baccarat reflétaient la lumière des lustres autrichiens. Des canapés de foie gras, de caviar beluga et de truffes noires circulaient sur des plateaux d'argent poli. L'air sentait les parfums chers et l'argent. 200 invités discutaient avec animation de voyages à Saint-Tropez, d'investissements à Dubaï, de yachts ancrés à Monaco. Les femmes portaient des robes de haute couture et des bijoux qui coûtaient plus cher que des maisons entières. Les hommes arboraient des montres suisses et des boutons de manchette en or massif. C'était un monde à part. Un monde où les gens comme Clara n'existaient tout simplement pas. Ou plutôt, ils n'existaient que comme du mobilier, comme une décoration fonctionnelle, comme des ombres qui servaient des boissons et disparaissaient. Clara circulait dans la foule, portant un lourd plateau de coupes vides. Elle gardait la tête basse, évitait les regards, se rendait invisible, comme elle avait appris à le faire au fil des ans. C'était plus sûr ainsi. Moins on remarquait sa présence, moins elle aurait de problèmes. Mais ce soir-là, Antoine Rousseau cherchait quelqu'un à remarquer. Il s'ennuyait. Clara le percevait à sa façon de circuler dans le salon, sans vraiment parler à personne, à la manière dont ses yeux parcouraient la pièce, à la recherche de quelque chose d'intéressant, à l'expression d'ennui à peine déguisée, pendant que les investisseurs suisses bavardaient sur l'art et la culture européenne. L'un d'eux, Michel Beaumont, un homme de 60 ans à la barbe grise parfaitement taillée, commentait « À Genève, nous apprécions la culture, la musique, l'art, la littérature. Il ne s'agit pas seulement d'affaires, Antoine, il s'agit de raffinement. » « Tout à fait d'accord, Michel, » répondit Antoine avec le faux sourire qu'il réservait aux clients importants. « D'ailleurs, en parlant de culture, j'ai fait venir ce piano spécialement d'Allemagne. Un Steinway & Sons, édition limitée. Il a coûté une fortune. »« Magnifique, » dit Michel en regardant l'instrument. « Quelqu'un ici en joue ? » « Ma femme a essayé quelquefois, mais elle n'a pas de talent, » rit Antoine. « C'est juste une pièce décorative, je l'admets, belle mais inutile. » Les autres rirent poliment, et c'est à ce moment-là que les yeux d'Antoine se posèrent sur Clara. Elle sentit son regard sur elle, tenta de s'éloigner discrètement, mais il était trop tard. Il avait choisi son divertissement de la soirée. « Attendez !» dit Antoine assez fort pour attirer l'attention de plusieurs personnes à proximité. « J'ai une idée merveilleuse. » Clara se figea. Elle connaissait ce ton. C'était le même ton qu'avant l'humiliation du jardinier, de la cuisinière, du chauffeur. « Vous !» appela Antoine en la pointant directement du doigt. « Oui, vous, l'employé. Venez ici. » Les conversations alentour commencèrent à diminuer. Les têtes se tournèrent. Des yeux curieux se fixèrent sur Clara. Elle n'avait pas le choix. Les jambes tremblantes, elle s'avança jusqu'à l'endroit où se tenait Antoine, entouré des investisseurs suisses et d'autres hommes d'affaires importants. « Comment vous appelez-vous déjà ?» demanda Antoine, bien qu'il ne s'en soit jamais soucié auparavant. « Clara, monsieur, » répondit-elle à voix basse. « Clara, c'est juste. Clara, savez-vous jouer du piano ?» Son cœur s'arrêta. De toutes les questions possibles, celle-ci était la plus cruelle. C'était comme si l'univers conspirait contre elle. Monsieur, C'est une question simple, Clara. Oui ou non ? Tous les yeux étaient maintenant braqués sur elle. Le salon tout entier commençait à prêter attention. Clara sentit le sang lui monter au visage. Ses mains étaient moites. Le plateau trembla légèrement. « Il y a très longtemps, monsieur. Je ne... » « Parfait, » l'interrompit Antoine, peu intéressé par la réponse complète. « Mes invités, en particulier nos amis suisses, parlaient de culture et de raffinement. Que diriez-vous d'un petit divertissement ?» Michel Beaumont fronça les sourcils, confus. « Antoine, qu'est-ce que vous... »« Mon employé va nous honorer d'une performance au piano », annonça Antoine, en faisant un geste théâtral. « Après tout, on dit que la vraie culture consiste à valoriser les talents inattendus, n'est-ce pas ?» Des rires fusèrent. D'abord bas, étouffés,
puis plus fort, plus cruel. Une femme en robe Valentino rouge, aux cheveux blonds platine relevés en un chignon parfait, commenta à voix haute à son ami « Comme c'est amusant, une employée pianiste. Antoine sait toujours comment animer une soirée. » Son mari, au ventre proéminent à peine dissimulé par son smoking Armani, ricana. Ce sera meilleur que n'importe quel spectacle professionnel. Du divertissement authentique. Clara sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle voulait disparaître. Elle voulait que la terre s'ouvre et l'engloutisse. Ses mains tremblaient tellement qu'elle dut poser le plateau sur une table voisine avant que toutes les coupes ne tombent. « Monsieur, s'il vous plaît » essaya-t-elle, la voix à peine audible. « Je ne pense vraiment pas que ce soit approprié. Je suis ici pour travailler, pour servir, pas pour... » « Ne soyez pas modeste, » l'interrompit à nouveau Antoine, posant la main dans son dos et la poussant doucement, mais fermement en direction du piano. « Allez, ne soyez pas timide. Nous sommes tous des gens ouverts d'esprit ici. Nous adorons découvrir des talents cachés. Plus de rire, plus de regards, plus de téléphones discrètement positionnés pour enregistrer le spectacle. » Une jeune héritière d'environ 25 ans, en robe Chanel rose, murmura à son petit ami « Tu filmes, ça va faire le buzz sur Instagram. » Un autre invité commenta « Antoine, vous êtes un génie. Où pourrions-nous voir une chose pareille ?» Michel Beaumont ne riait pas. Il observait la scène avec un malaise croissant, mais ne dit rien. Après tout, il était en territoire étranger, négociant des millions. Ce n'était pas le moment de créer des frictions. Clara se dirigeait vers le piano comme on marche vers son propre échafaud. Chaque pas était une torture. Chaque centimètre parcouru augmentait l'humiliation. Elle sentait tous les regards sur son uniforme simple, sur ses mains calleuses, sur ses chaussures usées. Le contraste était brutal et intentionnel. Elle, l'employée pauvre, forcée de jouer sur un instrument qui coûtait plus que ce qu'elle gagnerait dans toute sa vie. Pour divertir des gens qui ne la verraient jamais comme leur égal. Pour être le spectacle, le clown, le divertissement jetable de la soirée. « Allez, Clara » insista Antoine maintenant devant le piano. « Asseyez-vous, n'ayez pas honte. Ici, nous valorisons toutes les classes sociales. Nous sommes modernes comme ça. » L'ironie dans sa voix était indéniable. Il ne valorisait rien. Il humiliait, délibérément, cruellement. Et tout le monde autour le savait. Mais personne ne dit rien. Parce que c'était le privilège des riches. Il pouvait humilier les pauvres et appeler cela du divertissement. Il pouvait détruire des dignités et appeler cela de l'amusement. Il pouvait transformer des personnes en objets et appeler cela de la modernité. Clara s'arrêta devant le tabouret du piano. Ses jambes ne répondaient plus. Son corps tout entier tremblait. Des larmes lui brûlaient les yeux, mais elle refusait de les laisser couler. Elle ne leur donnerait pas ce plaisir-là non plus. Clara regarda le tabouret du piano. Ses jambes tremblaient, si fort qu'elle n'était pas sûre de pouvoir s'asseoir sans tomber. Autour d'elle, tout le salon s'était arrêté pour regarder. 200 pères d'yeux fixés sur elle. 200 riches inconnus attendant de rire. 200 téléphones prêts à capturer son humiliation et à la transformer en contenu viral. Elle ne s'était jamais sentie aussi petite, aussi insignifiante, aussi complètement exposée et vulnérable. L'uniforme d'employé qu'elle portait n'avait jamais semblé aussi lourd. Chaque couture, chaque tâche de travail, chaque reprise soigneusement faite à la main criait sa pauvreté à cette foule de luxe. Ses chaussures, qu'elle avait achetées dans une friperie et tentées de raviver avec du cirage, semblaient ridicules à côté des talons louboutins et des chaussures Ferragamo environnant ses mains. Mon Dieu, ses mains! Clara les regarda et sentit la honte lui brûler le visage. C'étaient des mains calleuses, la peau desséchée par le contact permanent avec les produits de nettoyage, les ongles courts et pratiques, sans vernis, quelques petites coupures à peine cicatrisées, des mains de travailleuses, des mains de pauvres. Comment ces mains allaient-elles toucher un piano à plus d'un demi-million d'euros? Qu'attendez-vous? Demanda Antoine, impatient. Asseyez-vous. Jouez quelque chose. Encore des rires. Quelqu'un cria « Jouez au clair de la lune !» version enfantine. Des éclats de rire explosèrent. Une autre personne suggéra « Joyeux anniversaire !» Plus de rire, plus d'humiliation.
Clara s'assit lentement sur le tabouret. Le bois était doux, rembourré de velours importé. Elle avait nettoyé ce tabouret des dizaines de fois, toujours avec soin pour ne pas endommager le tissu coûteux. Mais elle ne s'y était jamais assise, parce que les employés ne s'assoient pas. Les employés nettoient. Elle posa ses mains sur les touches. Elles étaient froides, lisses, parfaites. Clara avait lustré chacune d'elles cet après-midi même, les faisant briller pour les invités. Jamais elle n'aurait imaginé être forcée de les toucher. Et alors, les mains posées sur ces touches parfaites, quelque chose se brisa en Clara. Des souvenirs envahissaient son esprit comme une digue qui cède. Elle avait 7 ans, la première fois qu'elle vit un piano, à l'école municipale du quartier pauvre où elle avait grandi. Un vieil instrument, désaccordé, avec quelques touches cassées. Mais pour Clara, c'était la plus belle chose au monde. La professeure de musique remarqua quelque chose en elle. « Cette petite a un don », dit-elle, « quelque chose de rare. » Clara commença à prendre des cours gratuits. Elle pratiquait des heures chaque jour sur ce piano cassé. Ses doigts apprirent à danser sur les touches. Son âme apprit à s'exprimer à travers les notes. À 15 ans, elle gagna un concours régional. Le prix, une bourse pour étudier dans une école de musique privée. Là, pour la première fois, elle joua sur un vrai piano, un Yamaha. Et elle pleura d'émotion en entendant le son pur que ses mains pouvaient créer. À 18 ans, un autre concours, national celui-ci. Première place parmi 300 candidats de toute la France. Le prix, bourse complète au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Clara se souvenait du jour où elle avait reçu la nouvelle. Sa mère avait pleuré. Son père, déjà malade, avait souri pour la première fois depuis des mois. « Ma fille va voir le monde », dit-il. « Elle va devenir quelqu'un. » Paris fut magique. Clara jouait sur des pianos Steinway tous les jours. Elle étudiait avec des maîtres qui avaient joué dans les meilleurs théâtres d'Europe. Ses professeurs disaient qu'elle avait des mains bénies, qu'elle jouait avec une sensibilité qu'on ne pouvait enseigner. « Vous irez loin, Clara », lui avait dit son professeur principal. « Vous jouerez sur les plus grandes scènes du monde. » Et Clara y crut. Pour la première fois de sa vie, elle crut qu'elle pouvait être plus que la petite fille pauvre du quartier. Elle pouvait être une artiste, elle pouvait être reconnue, elle pouvait être quelqu'un. Puis sa mère tomba malade. Le choix fut impossible et en même temps inévitable. Rentrer en province et s'occuper de sa mère, ou rester à Paris et poursuivre son rêve. Mais quel genre de personne choisit son rêve plutôt que la mère qui l'a élevée seule, qui a cumulé 3 emplois pour payer ses premières leçons, qui n'a jamais cessé de croire en elle. Clara rentra, et avec cela abandonna tout. Le conservatoire, les professeurs, les pianos magnifiques, l'avenir brillant, tout. Elle s'occupa de sa mère pendant 1 an et demi. La vie dépérir, la vie souffrir, lui tint la main tandis qu'elle mourait. Et ensuite, seule, enceinte, sans argent, elle dut survivre. Le piano devint une douleur physique. Chaque fois qu'elle en voyait un, elle avait l'impression que quelqu'un lui serrait le cœur à pleine main, parce que chaque piano était un souvenir de ce qu'elle avait perdu, de ce qu'elle ne serait jamais. Et maintenant, 15 ans plus tard, elle était forcée de jouer. Pas par amour de la musique, pas par art, pas par passion, mais pour divertir des riches blasés, pour être le spectacle, pour être humiliée. Clara sentit des larmes lui brûler les yeux. Non, elle ne pleurerait pas. Elle ne leur donnerait pas ce plaisir-là non plus. « On attend », dit Antoine, la voix chargée d'un amusement cruel. Quelqu'un applaudit lentement, moqueusement. D'autres imitèrent. Une salve d'applaudissements sarcastiques résonna dans le salon. Clara ferma les yeux, respira profondément. Ses mains tremblaient sur les touches. Elle pouvait simplement se lever et partir. Elle pouvait refuser. Elle pouvait garder sa dignité. Mais alors, elle perdrait son emploi. Et sans emploi, comment paierait-elle le loyer? Comment achèterait-elle de la nourriture? Comment maintiendrait-elle Sophie à l'école? Elle était piégée. Complètement, totalement piégée. Antoine avait tout le pouvoir, et il le savait. C'est pourquoi il souriait de cette manière. Parce qu'il pouvait l'humilier sans conséquence. Parce qu'elle était remplaçable,
jetable, invisible, sauf maintenant. Maintenant, elle était douloureusement visible, exposée, vulnérable, un objet d'amusement. Clara pensa à Sophie, à la maison, probablement en train de faire ses devoirs, confiante que sa mère rentrerait, que sa mère pourvoirait à ses besoins, que sa mère maintiendrait la famille en sécurité. Pour Sophie, Clara supporterait n'importe quelle humiliation. Mais alors, quelque chose changea. Clara ouvrit les yeux et regarda les touches, pas avec peur, pas avec honte, avec colère. Colère contre Antoine de l'avoir transformé en spectacle, colère contre les invités de rire, colère contre l'injustice de tout cela, colère contre un monde où les gens pouvaient être traités comme des objets jetables en fonction de l'épaisseur de leur portefeuille, et mêlé à la colère quelque chose d'autre, du défi. Clara Dubois n'était pas seulement une employée, elle était une pianiste, une artiste, quelqu'un qui un jour avait joué sur les meilleurs pianos d'Europe, quelqu'un que des professeurs renommés appelaient prodige. Ils voulaient un spectacle, elle leur donnerait un spectacle, mais pas le spectacle qu'ils attendaient. Clara ajusta sa posture sur le tabouret. Elle bougea avec précision, la mémoire musculaire d'années d'entraînement reprenant le dessus. Positionna correctement ses pieds, redressa sa colonne vertébrale, relaxa ses épaules. Et soudain, elle n'était plus l'employée humiliée. Elle était la concertiste, l'étudiante du conservatoire de Paris, la jeune fille qui avait gagné des concours nationaux. Ses mains cessèrent de trembler. Elle regarda Antoine, droit dans les yeux, et pour la première fois en 3 ans, elle ne détourna pas le regard. Antoine cligna des yeux, légèrement surpris par ce changement soudain. Clara positionna ses doigts sur les touches, pas avec peur, avec détermination. Et quelque chose en elle, quelque chose qui était endormi depuis 15 ans, se réveilla. Si vous avez déjà vécu quelque chose de semblable, si vous avez déjà été jugé sur votre apparence ou sous-estimé par quelqu'un, laissez votre like maintenant. Et dans les commentaires, racontez, avez-vous déjà été invisible aux yeux de quelqu'un? Clara ferma les yeux, respira profondément une dernière fois. Et alors, elle joua la première note. Le son résonna dans le salon comme un cristal brisant le silence. Pur, limpide, parfait, quelques rires persistaient, mais ils devinrent plus bas, hésitants. Clara joua la 2e note, puis la 3e. Ses mains commencèrent à se mouvoir sur les touches avec une grâce qui n'était pas là quelques secondes auparavant. Mémoire musculaire. 15 ans d'absence n'étaient pas suffisants pour effacer 20 ans d'entraînement. Elle choisit Clair de lune de Debussy, le plus beau morceau qu'elle connaissait, le morceau qu'elle avait joué lors de sa dernière audition au conservatoire, avant de tout abandonner, le morceau qui lui avait toujours fait mal au cœur. Mais maintenant, en le jouant, elle ne sentait pas de douleur. Elle sentait la liberté. Les notes coulaient de ses doigts comme l'eau d'une source, douce, délicate, chacune parfaitement placée, parfaitement exprimée. La musique remplissait le salon, résonnant contre les murs de marbre, montant vers les lustres de cristal, enveloppant chaque personne présente. Après 30 secondes, le salon était complètement silencieux. Les rires avaient cessé. Tous. Les commentaires sarcastiques étaient morts dans les gorges. Les téléphones qui filmaient avaient cessé de bouger comme si leurs propriétaires eux-mêmes avaient oublié qu'ils enregistraient. Parce que ce qui se passait n'était pas une employée échouant au piano. C'était une concertiste jouant comme si sa vie en dépendait. Clara ouvrit les yeux, mais elle ne voyait pas le salon. Elle voyait Paris. Elle voyait le conservatoire. Elle voyait son professeur hocher la tête en signe d'approbation. Elle voyait sa mère assise au premier rang d'une présentation, pleurant de fierté. Elle voyait sa fille Sophie, rêvant de jouer du piano un jour. Ses mains dansaient sur les touches avec une précision impossible à simuler. Chaque mouvement était intentionnel. Chaque note avait un poids émotionnel. Chaque phrase musicale racontait une histoire. L'histoire d'une fille pauvre qui avait découvert un don. D'une jeune femme qui avait conquis l'impossible. D'une femme qui avait tout sacrifié par amour. D'une mère qui avait survécu malgré tout. Au milieu de la foule d'invités, une femme d'environ 60 ans se leva lentement de sa table. Elle portait une robe bleu marine élégante, mais discrète.
des cheveux grisonnants attachés en un chignon bas, des lunettes à monture dorée. Elle s'approcha du piano comme si elle était attirée par un aimant. Son nom était Geneviève Lambert. Geneviève n'était pas juste une autre invitée riche, elle était une critique musicale de renommée internationale. Elle avait écrit pour les plus grands journaux d'Europe et d'Amérique. Elle avait assisté aux performances des meilleurs pianistes vivants. Elle connaissait la musique comme peu de gens au monde. Et elle reconnaissait la technique d'un conservatoire d'élite quand elle l'entendait. Elle s'arrêta à 3 mètres du piano, ses yeux fixés sur Clara. Pas sur ses vêtements, pas sur sa condition sociale, mais sur ses mains, sur sa posture parfaite, sur sa technique impeccable, sur sa musicalité profonde. « Mon Dieu !» murmura Geneviève pour elle-même. « C'est une véritable artiste. » Un autre homme s'approcha également. Michel Beaumont, l'investisseur suisse. Il était venu en France espérant conclure des affaires. Il ne s'attendait pas à trouver de l'art véritable dans l'hôtel particulier d'un nouveau riche. Mais c'était là, se produisant sous ses yeux. « C'est du Debussy », murmura Michel à sa femme à côté de lui. « Exécuté parfaitement. Qui est cette femme ?» Personne ne répondit. Parce que personne ne savait. Pour tout cela, Clara n'était que l'employée. Personne n'avait jamais demandé son nom complet, son histoire, ses rêves, son passé. Antoine Rousseau était livide, complètement livide. Il s'était attendu à des rires, attendu à un échec, attendu à une humiliation comme cela arrivait toujours quand il forçait ses employés à se produire. Mais ce n'était pas un échec, c'était impossible. La femme en robe Valentino rouge, qui avait ri si fort quelques minutes auparavant, avait maintenant la main devant la bouche, ses yeux écarquillés. Elle baissa le téléphone avec lequel elle filmait, ressentant soudain honte de ce qu'elle avait capturé. L'homme au ventre proéminent qui avait parlé de divertissement authentique s'enfonçait maintenant dans son fauteuil, évitant les regards. La jeune héritière en robe Chanel rose avait arrêté de filmer. Elle regardait fixement Clara avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Ou peut-être de l'envie. Parce que cet employé avait quelque chose qu'aucun argent ne pouvait acheter, un talent véritable. Clara continuait de jouer. Sa connexion avec la musique était si profonde que des larmes coulaient maintenant librement sur son visage. Mais ce n'étaient pas des larmes d'humiliation, c'étaient des larmes de libération, parce qu'elle avait oublié combien c'était magique de jouer, combien c'était cathartique, comment la musique pouvait transformer la douleur en beauté, la souffrance en art, la perte en espoir. Ses mains calleuses, qui avaient lavé 1000 salles de bain, qui avaient nettoyé 1000 sols, qui avaient servi 1000 coupes, créaient maintenant de la beauté pure. Et à cet instant, Clara comprit quelque chose de fondamental. Elle n'avait jamais perdu son don. Elle l'avait juste gardé, protégé, maintenu en vie à l'intérieur d'elle, attendant le bon moment pour ressurgir. Et ce moment, c'était maintenant. La musique monta en intensité. Clara joua les passages les plus difficiles du morceau avec une facilité impressionnante. Ses doigts volaient sur les touches à une vitesse vertigineuse, mais chaque note restait cristalline, parfaitement articulée, parfaitement exprimée. Geneviève Lambert avait les larmes aux yeux. En 40 ans de critique musicale, elle avait vu de nombreux pianistes talentueux, mais peu jouaient avec cette combinaison rare de techniques impeccables et d'émotions authentiques. C'était le genre de performance qui n'arrivait qu'une fois par décennie, et cela se passait ici, maintenant, par une employée de maison lors d'une fête privée. Michel Beaumont regarda Antoine avec un mépris à peine déguisé. « Vous saviez qu'elle jouait comme ça ?» demanda-t-il, l'accusation claire dans la voix. Antoine ne répondit pas, il ne le pouvait pas, il était en état de choc complet. D'autres invités commencèrent à s'approcher du piano, formant un demi-cercle respectueux. Ce n'était plus un spectacle d'humiliation, c'était une performance. Une véritable performance de concert. Et puis Clara atteignit le climax du morceau, les notes les plus hautes, les plus émotives.
Elle les joua avec une intensité qui fit paraître l'air du salon électrifié. Chaque personne présente sentit quelque chose bouger en elle, quelque chose de profond, quelque chose de réel, parce que l'art véritable fait cela. Il transcende la classe sociale, il transcende l'argent. Il transcende tout ce qui est superficiel et touche directement l'âme humaine. Clara approchait de la fin du morceau. Les dernières phrases musicales, douces, éthérées, comme un clair de lune se déversant sur une eau calme, et tout le salon attendait, retenant son souffle, complètement hypnotisé, parce que tous savaient instinctivement qu'ils assistaient à quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qu'ils raconteraient pendant des années. Non pas l'histoire de comment une employée fut humiliée, mais l'histoire de comment une artiste fut découverte. Clara joua la dernière note de clair de lune. Elle laissa ses doigts reposer sur les touches quelques secondes de plus, permettant au son de résonner dans le salon, ricochant contre les murs de marbre, montant vers les lustres de cristal, disparaissant lentement dans l'air comme de la fumée d'encens. Silence absolu. Personne ne bougeait, personne ne respirait. 200 personnes complètement paralysées, comme si le temps s'était figé. 3 secondes, 4, 5, et puis une explosion. Les applaudissements éclatèrent dans le salon comme une tempête. Ce n'étaient pas des applaudissements polis d'événements social, c'étaient des applaudissements viscéraux, authentiques, émotionnés. Une personne se leva, puis une autre, et une autre. En quelques secondes, les 200 personnes étaient debout. Standing ovation complète. Les applaudissements résonnaient si fort qu'ils semblaient faire vibrer les murs. Clara ouvrit lentement les yeux, comme si elle se réveillait d'un rêve profond. Pendant un instant, elle ne comprit pas où elle était. Elle était encore à Paris, au conservatoire, venant de jouer pour ses professeurs. Mais non, elle était à Paris, dans l'hôtel particulier Rousseau, vêtue d'un uniforme d'employé, entourée de millionnaires qui, quelques minutes auparavant, riaient d'elle. Mais maintenant, ils ne riaient plus. Maintenant, ils applaudissaient. Certains avaient des larmes aux yeux, d'autres semblaient en état de choc. Et tous, absolument tous, la regardaient non pas avec mépris, mais avec admiration. Clara se leva lentement du tabouret, les jambes tremblant encore. Pas de peur cette fois, mais d'émotion, d'adrénaline, de 15 ans de musique réprimée enfin libérée. Geneviève Lambert fut la première à s'approcher. Elle marcha rapidement vers le piano, les yeux brillants de larmes non versées. « Ma chère, dit Geneviève, sa voix tremblant d'émotion, où avez-vous étudié? S'il vous plaît, dites-moi. Je reconnais cette technique. Ce n'est pas autodidacte. C'est une formation classique européenne de très haut niveau. » Clara regarda la femme plus âgée. Elle vit une gentillesse authentique dans ses yeux, vit du respect, vit une curiosité honnête, pas une curiosité cruelle. « Au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, » répondit Clara à voix basse, la voix rauque. « Il y a 15 ans, le salon tout entier eut un hoquet de surprise. Littéralement, un son collectif de choc. » Geneviève posa la main sur son cœur. « Le Conservatoire, vous aviez une bourse complète ?» confirma Clara. « J'ai été acceptée après avoir remporté le concours national de piano. J'avais 20 ans. » Michel Beaumont s'approcha également, son expression transformée. L'homme qui était venu conclure une affaire de millions ressemblait maintenant à un garçon rencontrant son idole. « Le Conservatoire de Paris n'accepte que 3% des candidats, dit-il, l'admiration claire dans sa voix à l'accent suisse. C'est l'une des institutions les plus prestigieuses d'Europe. Comment avez-vous fini ?» Il fit un geste vague vers son uniforme, sans terminer la question. Mais Clara comprit. « Ma mère est tombée malade, » expliqua Clara, et pour la première fois depuis des années, elle ne ressentit pas de honte en racontant l'histoire. Cancer en phase terminale. Les médecins lui donnaient 6 mois. Je devais rentrer pour m'occuper d'elle, et vous êtes rentrée, dit doucement Geneviève. Ce n'était pas une question. C'était une reconnaissance. Je suis rentrée. J'ai abandonné le conservatoire. J'ai perdu la bourse. Je me suis occupée d'elle pendant 1 an et demi jusqu'à la fin. J'ai dépensé toutes mes économies en traitement. Quand elle est morte, j'étais seule, sans argent, enceinte. Clara respira profondément.
Je devais survivre. J'ai accepté le premier travail qui s'est présenté. Et vous n'avez plus joué depuis, compléta Geneviève, une profonde compréhension dans la voix. Je ne pouvais pas, admit Clara. C'était trop douloureux. Chaque note était un souvenir de ce que j'avais perdu. Alors j'ai évité les pianos pendant 15 ans, jusqu'à aujourd'hui. Le silence qui suivit était différent du silence précédent. Ce n'était pas un silence de mépris ou de curiosité morbide. C'était un silence de respect, d'empathie, de reconnaissance d'un sacrifice. Antoine Rousseau était blanc comme un linge. Il s'était approché du cercle formé autour du piano, mais restait en bordure, voulant clairement disparaître. Pour la première fois de sa vie, il semblait petit, insignifiant. La femme en robe Valentino rouge s'approcha en hésitant. Ses yeux étaient rouges, son maquillage brouillé par les larmes. « Je suis désolée, dit-elle, sa voix se brisant. Pour ce que j'ai dit, pour ce que j'ai pensé, je ne savais pas. Personne ne savait, répondit simplement Clara. Personne n'a jamais demandé. La phrase plana dans l'air comme une accusation, et c'en était une accusation douce mais dévastatrice, parce que c'était vrai. En 3 ans de travail dans cet hôtel particulier, à servir ces gens lors de dizaines de fêtes, personne n'avait jamais demandé son nom complet, son histoire, ses rêves. Personne ne s'était soucié de savoir que la femme qui nettoyait leur salle de bain avait un jour étudié dans l'un des meilleurs conservatoires du monde. Michel se tourna vers Antoine. Son expression était froide, dure. « Vous saviez cela, Antoine ? Vous saviez que vous aviez une concertiste du Conservatoire de Paris travaillant comme employée de maison ?» Antoine secoua la tête frénétiquement. « Non, je n'ai jamais... » Elle n'a jamais dit... Vous n'avez jamais demandé, coupa Michel, sa voix comme une lame. Vous l'avez appelé pour jouer du piano afin de l'humilier, pour divertir vos invités avec son échec. Mais elle n'a pas échoué. Elle nous a montré que le véritable manque de classe n'a rien à voir avec l'argent. D'autres invités commencèrent à murmurer leur accord. L'ambiance avait complètement changé. Antoine, qui quelques minutes auparavant était l'hôte puissant, était maintenant le méchant. Et tout le monde le voyait. Geneviève prit gentiment la main de Clara. « Ma chère, j'organise des récitals à la salle Gaveau. Ce sont des événements mensuels avec certains des meilleurs musiciens de France et d'Europe. J'aimerais beaucoup, vraiment beaucoup, que vous vous produisiez au prochain, dans 2 mois, en tant qu'invité spécial. » Clara cligna des yeux, n'en croyant pas ses oreilles. « Je ne suis pas sûre de... » Vous venez de jouer Debussy parfaitement après 15 ans sans pratique, dit fermement Geneviève. Imaginez ce que vous pouvez faire avec 2 mois de préparation. Clara, vous avez un don rare et précieux, et j'aimerais vous aider à le partager à nouveau avec le monde. J'aimerais aussi aider, dit Michel. Ma femme et moi sommes mécènes des arts en Suisse. Nous avons des contacts avec des conservatoires, des théâtres, des programmes de bourse. Si vous voulez reprendre votre carrière, nous pouvons vous ouvrir des portes. D'autres invités commencèrent à s'approcher, offrant des cartes de visite, des contacts, des opportunités. Une productrice de documentaire, Juliette Martin, voulait raconter son histoire. Un homme d'affaires voulait sponsoriser ses performances. Une professeure de conservatoire offrit des cours gratuits pour reprendre la pratique. Et puis, une jeune femme d'environ 30 ans, que Clara reconnut comme l'une des invitées les plus silencieuses de la fête, s'approcha timidement. « Vous avez dit que vous aviez une fille ?» demanda-t-elle. Clara hocha la tête. « Sophie, 12 ans. Elle aime la musique ? Elle rêve d'apprendre le piano, » admit Clara, sa voix s'étranglant. « Mais je n'ai jamais pu lui payer de cours. » La jeune femme sourit. « Je dirige le programme Jeunes Talents à la Schola Cantorum de Paris. Nous offrons des bourses complètes aux enfants ayant des aptitudes musicales. Votre fille pourrait passer une audition la semaine prochaine. » Clara ne put retenir ses larmes. Elles vinrent soudainement, fortes, incontrôlables. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de soulagement, d'espoir, de possibilité. En 15 minutes de musique, sa vie entière avait changé. Geneviève serra doucement Clara dans ses bras. « Il n'est jamais trop tard pour recommencer, » murmura-t-elle. « Votre talent n'est jamais mort. Il dormait, simplement. »
Et aujourd'hui, vous l'avez réveillée. Antoine tenta de s'approcher, la voix hésitante. « Clara, je ne savais pas que… » Clara le regarda. Pas avec colère, pas avec ressentiment, juste avec lassitude. « Je sais que vous ne saviez pas, monsieur Rousseau. Mais c'est là toute la question. Vous n'avez jamais voulu savoir. Pour vous, j'ai toujours été juste l'employé, invisible, sans histoire, sans humanité. » Elle respira profondément. « Mais tout le monde a une histoire, tout le monde. Et il est peut-être temps que vous appreniez à demander. » La fête ne reprit jamais son cours normal après cela, parce que quelque chose de fondamental avait changé. Pas seulement pour Clara, mais pour toutes les personnes présentes. Elles avaient été témoins de quelque chose d'extraordinaire, et plus important encore, elles avaient été confrontées à leur propre complicité dans un système qui traitait les gens comme des objets en fonction de leur compte en banque. Et au centre de tout, Clara Dubois se tenait, plus invisible, plus seulement l'employée, mais la pianiste, l'artiste, la survivante. La femme qui avait sacrifié ses rêves par amour et qui maintenant, contre toute attente, était sur le point de les récupérer. Les heures suivantes de cette nuit furent un tourbillon d'émotions pour Clara. Elle était entourée de gens, des gens qui voulaient lui parler, des gens qui voulaient l'aider, des gens qui, pour la première fois en 3 ans, la voyaient non pas comme un meuble, mais comme un être humain. Geneviève Lambert ne la quitta pas d'une semelle. La critique musicale renommée avait une mission maintenant, et Clara pouvait le voir dans les yeux déterminés de la femme plus âgée. « Vous avez besoin d'un piano pour pratiquer ?» dit Geneviève, sortant déjà son téléphone de sa poche. « Je connais plusieurs écoles de musique qui peuvent vous prêter une salle de pratique, et nous devons choisir le répertoire pour le récital. Debussy était magnifique, mais vous devez montrer votre polyvalence. Bach, Chopin, peut-être un peu de Rachmaninoff. » Clara était encore en train de tout assimiler. Il y a 1 heure, elle était l'employée humiliée. Maintenant, elle planifiait un récital à la salle Gaveau. Comment la vie pouvait-elle changer si vite? « Je n'ai pas joué depuis 15 ans, dit Clara, sa voix encore hésitante. J'ai besoin de temps pour retrouver ma technique. J'ai besoin… Vous avez joué Debussy parfaitement après 15 ans sans pratique, interrompit Michel, qui s'était à nouveau approché avec sa femme. Avec 2 mois de pratique quotidienne, vous serez plus que prête. Faites-nous confiance. Nous reconnaissons le talent quand nous le voyons. » La femme de Michel, une femme élégante nommée Isabelle, sourit chaleureusement. « À Paris, nous avons un dicton. Le talent ne meurt jamais, il sommeille. Et ma chère, le vôtre vient de se réveiller. » Un autre homme s'approcha. Étienne Garnier, propriétaire d'un label spécialisé dans la musique classique. Il tendit sa carte à Clara. « Je veux enregistrer votre récital, » dit-il directement. « Si c'est la moitié de ce dont je viens d'être témoin, ce sera un album extraordinaire. Nous pouvons le distribuer à l'échelle nationale, peut-être internationale. Des histoires comme la vôtre doivent être racontées. » Clara regarda la carte dans ses mains. Carte de visite en papier élégant, lettres en relief doré. Il y a 1 semaine, elle aurait nettoyé une table où cette carte aurait été jetée. Maintenant, on la lui offrait d'égal à égal. La professeure de la Schola Cantorum, qui avait offert la bourse à Sophie, revint avec plus de détails. « L'audition peut avoir lieu lundi prochain, » expliqua-t-elle. « C'est juste une formalité, honnêtement. D'après ce que vous m'avez dit, votre fille a clairement des aptitudes musicales, et avec vous comme mère, elle doit être extraordinaire. En plus de la bourse complète, nous offrons également les frais de transport et le matériel didactique. Nous voulons supprimer toutes les barrières pour que les talents puissent s'épanouir. » Clara sentit à nouveau les larmes lui brûler les yeux. Sophie, sa petite Sophie, aurait enfin les cours de piano dont elle rêvait tant. Elle aurait des professeurs qualifiés. Elle aurait des opportunités, elle aurait un avenir. « Comment vais-je vous remercier ?» demanda Clara, la voix étranglée. « Vous n'avez pas besoin de remercier, » répondit gentiment la professeure. « Laissez juste votre fille être heureuse. Laissez-la apprendre, laissez-la grandir. C'est un remerciement suffisant. » Pendant ce temps, de l'autre côté du salon, Antoine Rousseau vivait son propre cauchemar. Les investisseurs suisses l'avait appelé pour une conversation privée dans la bibliothèque. Le ton n'était pas amical.
Antoine, commença Michel, sa voix froide et professionnelle. Ce dont nous avons été témoins ce soir était embarrassant. Pas pour mademoiselle Clara, mais pour vous. Je ne savais pas qu'elle tenta de se défendre Antoine. Exactement, interrompit un autre investisseur suisse, Jean-Marc. Vous ne le saviez pas parce que vous ne vous êtes jamais soucié de le savoir. Cette femme travaille pour vous depuis 3 ans. 3 ans, et vous ne connaissiez même pas son nom complet. Commença Antoine, mais il n'avait aucune défense. En Suisse, nous valorisons le respect et la dignité humaine, dit Isabelle, sa voix douce mais ferme. Ce que vous avez fait ce soir était cruel. Vous avez tenté de transformer une personne en divertissement, de l'humilier pour l'amusement de vos invités. Ce n'est pas de la modernité, c'est de la barbarie déguisée en sophistication. Michel se leva. Notre contrat est annulé, Antoine. Nous ne faisons pas affaire avec des gens qui traitent d'autres êtres humains comme des objets jetables. Votre argent peut acheter beaucoup de choses, mais il ne peut pas acheter de caractère. Et aujourd'hui, vous avez montré que vous n'en aviez aucun. Antoine devint blanc. 50 millions d'euros. 50 millions qui disparaissaient sous ses yeux. Tout ça parce qu'il avait voulu s'amuser aux dépens d'une employée. « S'il vous plaît », implora Antoine, chose qu'il n'avait jamais faite de sa vie. « Nous pouvons reconsidérer. Je vais m'excuser. Je vais compenser. Je vais... ce que vous allez faire, dit fermement Jean-Marc, c'est apprendre une leçon. Les gens ne sont pas des jouets pour votre divertissement, et les actions ont des conséquences. » Ils sortirent de la bibliothèque, laissant Antoine seul avec le poids de ce qu'il avait perdu. De retour dans le salon principal, Clara avait enfin un moment pour respirer. Elle s'assit sur une chaise à l'écart, observant la fête qui continuait autour d'elle, mais maintenant avec une énergie complètement différente. Les gens parlaient avec animation de la performance. Certains avaient encore les larmes aux yeux. D'autres débattaient de musique classique, de talents cachés, de seconde chance. La femme en robe Valentino rouge s'approcha à nouveau, cette fois plus hésitante. « Clara », dit-elle à voix basse. Je sais que je me suis excusé tout à l'heure, mais je dois le redire, et je dois expliquer. Je ne suis pas une mauvaise personne, du moins, je ne veux pas l'être. Mais je suis tellement immergé dans mon monde de luxe que j'oublie que d'autres personnes existent, qu'elles ont des histoires, qu'elles ont des rêves. Elle essuya une larme. Vous m'avez fait réaliser quelque chose de terrible sur moi-même aujourd'hui, et je vais travailler pour être meilleur, promis. Clara prit sa main. Nous pouvons tous être meilleurs. Nous tous. Aujourd'hui a été difficile pour moi, mais peut-être nécessaire. Peut-être avais-je besoin d'être forcé de rejouer. Peut-être aviez-vous besoin de voir que tout le monde mérite le respect. Peut-être que tout le monde ici avait besoin de cette leçon. La femme hocha la tête, émue. Vous êtes plus généreuse que je ne le mérite. Ce n'est pas de la générosité, dit Clara. C'est juste de l'humanité. Quelque chose que nous devrions tous pratiquer davantage. Un jeune serveur, qui avait servi des boissons pendant toute la fête, s'approcha timidement. Il n'était pas invité, il était un employé comme Clara. Mais maintenant, il la regardait avec admiration. « Vous nous avez donné de l'espoir, » dit-il à voix basse, « à nous tous qui servons dans ces fêtes, qui sommes traités comme des invisibles. Vous nous avez montré que nous sommes plus que nos uniformes. » Merci. Clara sentit une boule dans sa gorge. Elle n'y avait pas pensé, mais bien sûr, d'autres employés regardaient, d'autres travailleurs invisibles. Et pour eux, ce qui s'était passé ce soir n'était pas seulement une question de musique, c'était une question de dignité, c'était une question d'être vu. « Nous avons tous de la valeur, » lui dit Clara. « Ne l'oubliez jamais, peu importe le travail que nous faisons. Nous avons tous des histoires, des rêves, des talents, et nous méritons tous le respect. » Geneviève revint avec des nouvelles pratiques. « J'ai obtenu une salle de pratique au conservatoire. Vous pouvez commencer demain si vous le souhaitez. J'ai aussi parlé à quelques mécènes. Ils veulent couvrir les frais de votre formation. Vous n'avez pas à vous soucier de l'argent. Concentrez-vous simplement sur la récupération de votre technique. »« Et qu'en est-il de mon travail ici ?» demanda Clara en regardant autour d'elle dans l'hôtel particulier. « Vous allez démissionner, dit fermement Geneviève.
Ce soir, vous ne retournerez pas dans cet endroit en tant qu'employé. Vous êtes une pianiste, Clara. Il est temps de vivre comme telle. » Clara respira profondément. C'était effrayant. Quitter la sécurité d'un emploi, même humiliant pour un avenir incertain. Mais elle regarda les gens autour d'elle, les opportunités qui lui étaient offertes, la chance d'être à nouveau elle-même. « D'accord, » dit-elle, sa voix gagnante en force. « Je vais démissionner. » Et à cet instant, Clara Dubois n'était plus l'employée humiliée. Elle était la femme qui avait récupéré ses rêves, l'artiste qui renaissait de ses cendres, la mère qui pourrait enfin donner à sa fille l'avenir qu'elle méritait. Elle était simplement Clara, complète, entière, libre. La nouvelle se répandit dans le salon comme une traînée de poudre. Clara Dubois, l'employée, était en fait une pianiste diplômée du Conservatoire national supérieur de musique de Paris, l'une des institutions les plus prestigieuses d'Europe, et elle venait d'accepter de se produire à la salle Gaveau. Les conversations changèrent complètement de ton. Il n'était plus question d'affaires, de yachts ou de voyages de luxe. Il était question de Clara, de son histoire, de son sacrifice, de son talent extraordinaire. Un groupe d'hommes d'affaires qui auparavant ne l'avaient même pas remarqué discutait maintenant avec animation de la manière de l'aider. L'un d'eux, propriétaire d'un réseau d'écoles de musique, offrit un espace gratuit pour des cours particuliers. Un autre, propriétaire d'une fondation culturelle, parlait de créer un programme de bourse en son nom, spécifiquement pour les artistes ayant dû abandonner leur carrière pour des raisons familiales. « Combien de talents perdons-nous ainsi ?» commenta une femme, visiblement émue. « Combien de personnes brillantes servent des tables, nettoient des maisons, travaillent dans des emplois qui ne montrent jamais qui elles sont vraiment. Clara ne peut pas être la seule. »« Vous avez raison, » répondit son mari, un avocat renommé. « Nous devons créer plus d'opportunités, plus de réseaux de soutien, plus de moyens pour que des gens comme Clara soient découverts avant de perdre des décennies de leur vie. » C'était l'impact que Clara avait eu. Pas seulement en tant que pianiste, mais en tant que symbole de dignité, de résilience, de talent caché dans des endroits inattendus, de seconde chance que tout le monde mérite. Pendant ce temps, les vidéos devenaient déjà virales. Plusieurs invités avaient enregistré la performance complète. Certains l'avaient déjà postée sur les réseaux sociaux. Et la réaction était explosive. Des milliers de vues en quelques minutes, des commentaires émus, des partages en masse. Une employée de maison joue Debussy parfaitement après 15 ans sans pratique. Un millionnaire tente d'humilier son employé, mais elle le laisse sans voix. La plus belle histoire que vous verrez aujourd'hui. Les titres variaient, mais le sentiment était universel, l'admiration. Des gens du monde entier étaient touchés par l'histoire de Clara, par son courage, par la grâce avec laquelle elle avait transformé l'humiliation en triomphe. La productrice de documentaire, Juliette Martin, était déjà au téléphone avec son équipe. « Je veux une équipe complète demain. Nous allons l'interviewer, elle, sa fille, sa voisine. Nous allons raconter toute l'histoire, du Conservatoire de Paris au travail domestique, du sacrifice pour sa mère à l'éducation de sa fille seule. Et maintenant, le retour triomphal. Cela va être nommé pour des prix, j'en suis sûr. » Michel et Isabelle Beaumont étaient en ligne avec des collègues en Suisse. « Vous devez voir ça », disait Michel en envoyant la vidéo. « Technique de conservatoire impeccable, émotion authentique, histoire incroyable. Elle doit jouer en Europe. Nous devons faire en sorte que cela se produise. » Un journaliste culturel présent à la fête écrivait déjà un article sur son téléphone. « La Cendrillon du piano, comment une employée de maison est devenue la sensation musicale de la soirée. » Il avait déjà appelé son rédacteur en chef. « Première page demain. Vous pouvez me faire confiance. Cette histoire va dominer toutes les conversations. » Geneviève Lambert était radieuse. En 40 ans d'organisation de récital, elle n'avait jamais découvert un talent de cette manière. Ce serait le point culminant de sa carrière de curatrice culturelle. Et plus importante encore, elle croyait vraiment que Clara méritait chaque opportunité qu'elle recevait. « Je vais passer des appels demain matin », dit Geneviève à Clara, qui était encore en train de tout digérer. «
Je connais des directeurs de conservatoires, des présidents de fondations culturelles, des critiques musicaux internationaux. Tous voudront vous rencontrer. Votre carrière ne va pas seulement reprendre, elle va exploser. Clara sourit, des larmes brillant toujours dans ses yeux. Je veux juste jouer. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Et vous jouerez, assura Geneviève. Sur les plus grandes scènes, devant les meilleurs publics, mais pas comme quelqu'un qui demande une faveur, comme une artiste qui mérite d'être là. Grosse différence. De l'autre côté du salon, Antoine observait tout s'effondrer autour de lui. Les invités qui le flattaient auparavant l'évitaient maintenant. Certains le regardaient avec un mépris ouvert. D'autres l'ignoraient simplement, comme s'il était devenu invisible. Ironie cruelle, considérant que c'était exactement ainsi qu'il traitait ses employés. Sa femme, Camille, qui restait généralement silencieuse lors des fêtes, vint à lui avec une expression dure. « Tu t'es surpassé cette fois-ci, Antoine, » dit-elle, la voix basse mais tranchante. « J'ai toujours su que tu étais arrogant. Mais ça, c'était de la pure cruauté, et devant 200 personnes, tu nous as humiliés, toi, moi, notre famille. » Camille, je ne savais pas qu'elle... Commença-t-il. « Et pourquoi ne le savais-tu pas ?» interrompit Camille. « Elle travaille ici depuis 3 ans, Antoine. 3 ans, et tu ne lui as jamais rien demandé d'autre que nettoyer ça ou faites ci. Tu traites les gens comme des objets. Et aujourd'hui, enfin, il y a des conséquences. » Elle tourna les talons et s'éloigna. Antoine réalisa que ce n'était pas seulement l'affaire de 50 millions qu'il avait perdu. C'était le respect, la réputation, et peut-être même son mariage. D'autres employés de l'hôtel particulier observaient tout avec un mélange de peur et de satisfaction. Peur parce qu'ils ne savaient pas s'ils auraient encore un emploi. Satisfaction parce que enfin, quelqu'un avait montré à M. Rousseau qu'il n'était pas intouchable. Le jeune serveur qui avait remercié Clara parlait avec d'autres employés. « Elle l'a fait pour nous tous », dit-il. « Elle a montré que nous sommes plus que nos uniformes, que nous avons de la valeur, que nous méritons le respect. » Une des cuisinières, une femme de 50 ans qui travaillait là depuis 10 ans, essuyait ses larmes. « J'ai tout vu depuis la cuisine. J'ai vu quand il l'a forcée à s'asseoir au piano. J'ai cru que ce serait horrible, mais elle s'est envolée. C'était comme voir un oiseau en cage être libéré. Pendant ce temps, Clara avait une conversation importante avec Geneviève sur l'avenir. « Je dois être réaliste, » dit Clara. « J'ai 15 ans de rouille à enlever. Ma technique va nécessiter du travail, l'endurance aussi, et la mémoire musculaire peut revenir vite, mais la précision prend du temps. Vous avez 2 mois, répondit Geneviève, et je vais trouver les meilleurs professeurs de France pour travailler avec vous. Technique, interprétation, préparation à la performance. Tout ce dont vous aurez besoin. De plus, le récital n'a pas besoin d'être parfait. Il doit être authentique. Et l'authenticité, c'est exactement ce que vous avez à revendre. » Étienne Garnier, le propriétaire du label, se joignit à la conversation. « J'ai déjà parlé à mon équipe. Nous voulons documenter tout le processus, de la première pratique jusqu'au récital. Ce sera un album live incroyable, mais aussi un documentaire sur la préparation, sur le retour, sur le dépassement de soi. Et les droits ?» demanda Clara, montrant que malgré des années loin de l'industrie, elle avait toujours le sens pratique. Étienne sourit. « 60-40 en votre faveur. Vous gardez l'intégralité des droits artistiques. Et nous inclurons une clause stipulant qu'une partie des bénéfices ira au programme de bourse que nous créons en votre nom. Vous voulez voir le contrat avant de signer ?»« Absolument, » répondit Clara, s'attirant un sourire d'approbation de Geneviève. Il était plus de minuit quand la fête commença enfin à se vider. Les invités partaient, mais avant, il tenait à dire au revoir à Clara. Pas avec des poignées de main formelles, mais avec des étreintes sincères, avec des mots d'encouragement, avec la promesse d'assister au récital. La femme en robe Valentino rouge fut l'une des dernières à partir. Elle tendit une carte à Clara. « C'est mon numéro personnel. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, une tenue pour le récital, des contacts ou juste quelqu'un à qui parler, s'il vous plaît, appelez-moi. Je veux être meilleur. Et vous m'avez inspiré à commencer. »
Michel et Isabelle firent leurs adieux avec la promesse de revenir en France pour le récital. Et après, quand vous serez prête, vous jouerez à Zurich. Promis, dit Isabelle en embrassant les joues de Clara. Quand enfin le salon fut presque vide, Clara chercha Antoine. Il était dans la bibliothèque, affalé dans un fauteuil en cuir, un verre de whisky à la main, l'expression défaite. « Monsieur Rousseau ?» dit Clara depuis le seuil. Il leva les yeux, surpris. « Clara, je suis désolé, vraiment. J'ai été cruel et il n'y a pas d'excuse. »« Non, il n'y en a pas, » acquiesça Clara, sans colère dans la voix. « Juste la constatation d'un fait. Mais j'ai appris quelque chose ce soir. J'ai appris que l'humiliation peut être transformée en libération, que ce qui était censé me détruire a fini par me sauver. Alors, d'une certaine manière tordue, je devrais vous remercier. Vous n'avez pas besoin de faire ça, dit amèrement Antoine. Vous n'avez pas besoin d'être généreuse avec moi. Je ne suis pas généreuse, corrigea Clara. Je suis honnête. Vous m'avez forcé à jouer. Et ce faisant, vous avez brisé une barrière que je n'aurais jamais eu le courage de briser seul. Oui, votre intention était cruelle, mais le résultat a été libérateur. La vie a de ses ironies. Elle posa la clé de l'hôtel particulier sur le bureau. Je démissionne, avec effet immédiat, mais pas avec colère, avec gratitude pour ce que j'ai appris ici, la résilience, la patience, et qu'aucun travail ne diminue une personne, mais plutôt la façon dont elle traite les autres. Antoine prit la clé, mais ne dit rien. Il n'y avait rien à dire. Clara sortit de la bibliothèque, prit son sac simple dans le vestiaire du personnel et se dirigea vers la sortie. Geneviève l'attendait avec une voiture pour la ramener chez elle. « Prête ?» demanda Geneviève. Clara jeta un dernier regard en arrière, vers l'hôtel particulier où elle avait passé 3 ans, invisible, où elle avait nettoyé 1000 salles de bain, servi 1000 fêtes, ravalé 1000 humiliations, et elle sourit. « Prête ?» répondit-elle. Parce que Clara Dubois n'était plus l'employée. Elle n'était plus invisible. Elle n'était plus définie par son travail ou son compte en banque. Elle était pianiste, elle était artiste, elle était mère, elle était survivante, elle était libre. Et sa musique, réduite au silence pendant 15 ans, allait enfin résonner à nouveau à travers le monde. L'histoire de Clara Dubois n'est pas seulement celle d'une employée qui a joué du piano. C'est quelque chose de bien plus grand, de bien plus profond. C'est une question d'humanité que nous choisissons de voir ou d'ignorer chez les autres. Cette nuit-là, dans un salon rempli de gens riches, vêtus d'habits coûteux, buvant du champagne importé, une leçon fut enseignée sans mots. Une leçon que beaucoup là-bas n'oublieraient jamais. Ne jamais juger un livre à sa couverture. Cela semble cliché. Cela semble être quelque chose que tout le monde dit, mais que peu pratiquent réellement. Parce que juger est facile, c'est rapide, c'est pratique. Voir une femme en uniforme simple et supposer automatiquement qu'elle n'a pas d'histoire, pas de talent, pas de rêve. C'est ce que nous faisons tous les jours sans nous en rendre compte. Mais chaque personne porte un univers en elle. Chaque personne a une histoire que vous ne connaissez pas. La femme qui nettoie votre bureau a peut-être été professeur. L'homme qui livre votre repas a peut-être été ingénieur. La personne que vous traitez comme invisible a peut-être un talent qui changerait votre vie si seulement vous prêtiez attention. Clara a enseigné quelque chose de fondamental. La dignité ne vient pas de l'argent. Elle ne vient pas des titres. Elle ne vient pas de l'endroit où vous vivez ou de la voiture que vous conduisez. La dignité vient du caractère, de la façon dont vous traitez les autres, de la façon dont vous vous comportez quand personne d'important ne regarde. Antoine Rousseau avait des millions en banque. Il avait un hôtel particulier, des voitures de luxe, des vêtements de marque. Mais cette nuit-là, il fut exposé comme le plus pauvre de la pièce. Pauvre en humanité, pauvre en empathie, pauvre en caractère, parce qu'il traitait les gens comme des objets jetables, comme du divertissement, comme moins que des humains. Et c'est une leçon que nous devons tous apprendre. Ce que vous faites de votre pouvoir révèle qui vous êtes vraiment. Le pouvoir ne corrompt pas.
Le pouvoir révèle. Si vous avez du pouvoir et que vous l'utilisez pour humilier, vous avez toujours été cruel. Si vous avez du pouvoir et que vous l'utilisez pour élever, vous avez toujours été généreux. Le pouvoir ne fait qu'amplifier qui vous étiez déjà. Le talent ne choisit pas la classe sociale. Il ne demande pas combien d'argent vous avez en banque. Il ne vérifie pas votre adresse ou votre compte en banque. Le talent naît dans les banlieues. Il naît dans les hôtels particuliers. Il naît partout où il y a des êtres humains. Et combien de talents perdons-nous parce que nous jugeons les gens sur leur apparence? Combien de Mozart nettoient des sols? Combien de Picasso servent des tables? Combien de Clara sont cachées dans des emplois invisibles parce qu'elles n'ont jamais eu la chance de montrer qui elles sont vraiment? L'histoire de Clara enseigne aussi sur les secondes chances, sur les recommencements, sur le fait qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre ses rêves. 15 ans sans toucher un piano, 15 ans à penser que cette porte était fermée pour toujours, et en une nuit, tout a changé. Parce que parfois, la porte qui semble fermée a juste besoin d'une poussée. Parfois, le rêve qui semble mort est juste endormi, attendant le bon moment pour se réveiller. Mais peut-être que la leçon la plus importante concerne le sacrifice et l'amour. Clara a abandonné son avenir brillant pour s'occuper de sa mère. Beaucoup diraient que c'était du gâchis, qu'elle aurait dû penser à elle-même. Mais elle a choisi l'amour. Elle a choisi la famille. Elle a choisi l'humanité. Et oui, elle a perdu des années de carrière. Oui, elle a souffert. Oui, elle a travaillé dans des emplois humiliants. Mais elle a gardé son humanité intacte, a gardé sa capacité d'aimer, a gardé sa dignité. Et à la fin, ce sont les seules choses qui comptent vraiment. Le monde essaie de nous enseigner que le succès, c'est l'argent, c'est la renommée, c'est le pouvoir. Mais Clara a enseigné que le succès, c'est de se réveiller en sachant que l'on a vécu en accord avec ses valeurs. C'est de se regarder dans le miroir et de reconnaître la personne qui s'y reflète. C'est de traiter les autres avec respect, peu importe qui ils sont ou ce qu'ils peuvent faire pour vous. Et peut-être que la vérité la plus dure que cette nuit a révélée est celle-ci. Nous sommes tous Antoine, parfois. Nous avons tous traité quelqu'un comme invisible. Nous avons tous jugé sur l'apparence. Nous avons tous ignoré l'humanité de quelqu'un parce que c'était pratique. La question n'est pas de savoir si nous le faisons. La question est, que ferons-nous quand nous nous en rendrons compte? Parce que le changement commence par la reconnaissance, par l'admission que nous pouvons être meilleurs, par le choix, chaque jour, de voir les gens autour de nous, non pas comme des fonctions, mais comme des êtres humains. Des êtres humains avec des histoires, des rêves, des talents, des douleurs, des espoirs. Clara Dubois nous a rappelé que nous méritons tous le respect, nous méritons tous la dignité, nous méritons tous d'être vus. Et ce n'est pas une faveur, c'est un droit humain fondamental. 2 mois passèrent comme un ouragan. Clara se levait à 6 heures du matin tous les jours, mais pas pour nettoyer des maisons, pour pratiquer le piano. 5, 6, parfois 7 heures par jour. Ses mains, habituées aux serpillères et aux seaux, durent réapprendre les touches. Au début, elles faisaient mal, les muscles protestaient. Mais progressivement, jour après jour, la mémoire revenait. Les doigts retrouvaient leur agilité. La précision revenait. Geneviève tint chacune de ses promesses. Elle trouva les meilleurs professeurs de France, technique avec une professeure du conservatoire qui avait étudié à la Juilliard, interprétation avec un chef d'orchestre renommé, préparation à la performance avec une psychologue spécialisée dans le trac. Tout gratuitement, tout offert avec une générosité authentique. Et Sophie, douce Sophie, qui avait toujours rêvé de jouer du piano, eut enfin sa chance. Elle réussit l'audition de la Schola Cantorum avec mention. Les professeurs furent impressionnés. Elle a le même don que sa mère, dirent-ils, peut-être même plus. Désormais, chaque après-midi après l'école, Sophie allait à ses cours. Et 2 fois par semaine, mère et fille pratiquaient ensemble dans la salle prêtée par le conservatoire. C'étaient les moments les plus précieux pour Clara. Voir sa fille découvrir la magie de la musique, voir ses yeux briller en maîtrisant un passage difficile, voir Sophie devenir la musicienne que Clara avait toujours su qu'elle pourrait être.
Les vidéos de cette nuit à l'hôtel particulier Rousseau étaient devenues virales. Des millions de vues, des centaines de milliers de partages. Clara devint une sensation nationale, presque du jour au lendemain. La Cendrillon du piano, comme l'appelaient les médias. Les invitations pour des interviews arrivaient quotidiennement. Les émissions de télévision voulaient raconter son histoire. Les magazines voulaient faire des reportages spéciaux. Clara en accepta certains, en refusa d'autres. Elle ne voulait pas que l'histoire devienne une question de célébrité. Elle voulait qu'il s'agisse de quelque chose de plus grand, de dignité, de respect, de seconde chance pour tous ceux qui en ont besoin. Avec l'aide de Michel et Isabelle Beaumont, elle créa l'Institut Musique Sans Frontières, un programme qui offrait des bourses complètes aux étudiants en musique issus de milieux modestes. Pas seulement des cours, mais des instruments, du matériel didactique, des frais de transport, tout ce qui était nécessaire pour supprimer les barrières entre le talent et l'opportunité. La première année, 20 enfants furent acceptés. 5 ans plus tard, ils seraient 200. Antoine Rousseau ne se remit jamais complètement de cette nuit-là. L'affaire de 50 millions fut annulée. Sa réputation fut entachée. Certains amis l'abandonnèrent. Sa femme demanda le divorce 6 mois plus tard. Il perdit beaucoup, mais étonnamment, il apprit aussi. Antoine commença une thérapie, travailla sur lui-même, confronta son arrogance, reconnut sa cruauté, et lentement, péniblement, commença à changer. Ce ne fut pas rapide, ce ne fut pas facile, mais ce fut authentique. 1 an après cette nuit-là, il fit don d'1 million d'euros à l'Institut Musique Sans Frontières, anonymement. Clara ne le découvrit que des mois plus tard, lorsque le comptable de l'Institut traça le don. Elle fut surprise, mais aussi pleine d'espoir, parce que si Antoine pouvait changer, n'importe qui le pouvait. Geneviève Lambert devint le mentor permanent de Clara. Plus que cela, elle devint une amie. Les 2 femmes se retrouvaient chaque semaine pour déjeuner, parler de musique, de la vie, de rêves. Geneviève, à 65 ans, disait que découvrir Clara avait été le point culminant de sa carrière. « Ce n'est pas tous les jours qu'on assiste à un miracle », disait-elle. Et enfin, arriva le soir du récital. La salle Gaveau était comble, toutes les 1000 places occupées. Michel et Isabelle étaient venus de Suisse spécialement pour l'événement. Les invités de cette fête fatidique étaient présents. La femme en robe Valentino rouge qui faisait maintenant du bénévolat auprès d'enfants défavorisés. L'homme d'affaires qui avait offert des salles de pratique, qui finançait maintenant d'autres artistes émergents. Même Antoine était là, au fond de la salle, discret mais présent. Et Sophie était au premier rang portant sa première robe élégante, achetée spécialement pour l'occasion. Ses yeux brillaient de fierté. Sa mère, qu'elle avait toujours su être spéciale, allait enfin être vue par le monde comme elle le méritait. Quand Clara entra sur scène, l'applaudissement fut assourdissant. Elle portait une robe bleu marine simple mais élégante. Elle ne voulait pas de luxe excessif, elle voulait de l'authenticité. Elle marcha jusqu'au piano à queue Steinway au centre de la scène, s'assit, regarda le public, vit Sophie au premier rang, vit Geneviève sourire, vit des centaines de visages dans l'expectative. Et elle joua. Elle joua Debussy, le morceau qui avait tout changé. Elle joua Chopin, mélancolique et beau. Elle joua Rachmaninoff, puissant et émotionnel. Elle joua Bach, mathématique et parfait. Elle joua pendant 90 minutes ininterrompue. Et le public fut hypnotisé. Quand elle termina, le silence dura 5 secondes. Puis, l'explosion, standing ovation, larmes, fleurs jetées sur la scène. Clara se leva, fit la révérence, et pour la première fois de sa vie depuis le conservatoire, se sentit complète. Parce qu'il ne s'agissait pas des applaudissements. Il s'agissait d'être rentrée à la maison, à qui elle avait toujours été. À la musique qui ne l'avait jamais abandonnée, même quand elle avait essayé de l'abandonner. Clara Dubois n'était plus l'employée invisible. Elle n'était plus définie par les circonstances. Elle était pianiste. Elle était mère. Elle était mentor. Elle était un symbole d'espoir pour des milliers de personnes qui se voyaient en elle.
Et sa musique, enfin libre, résonnait non seulement dans les théâtres, mais dans les cœurs de tous ceux qui croyaient aux secondes chances, à la dignité humaine et au pouvoir transformateur de l'art. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous avez ressenti la douleur de Clara, l'humiliation qu'elle a subie et la victoire incroyable qu'elle a remportée, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose dès maintenant. Laissez dans les commentaires « Ne jamais juger sur l'apparence ». Ces 4 mots sont plus qu'une phrase. Ils sont un rappel, un engagement, une promesse que nous pouvons tous être meilleurs, que nous pouvons regarder les gens autour de nous et voir l'humanité, pas seulement des fonctions, voir des histoires, pas seulement des apparences, voir la dignité, pas seulement des professions. Maintenant, dites-moi, avez-vous déjà été sous-estimé par quelqu'un ? Avez-vous déjà vécu une situation où l'on vous a jugé sur les vêtements que vous portiez, le travail que vous faisiez ou l'endroit d'où vous veniez? Je veux entendre votre histoire. Partagez-la ici dans les commentaires. Créons une communauté de personnes qui comprennent que nous méritons tous le respect. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui, un ami qui traverse des difficultés, un membre de votre famille qui se sent invisible, un collègue qui a abandonné ses rêves, identifiez cette personne ici. Partagez cette vidéo avec elle, parce que parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un rappel qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Quelle partie de cette histoire vous a le plus ému? Est-ce lorsque Clara a été forcée de s'asseoir au piano? Est-ce quand elle a commencé à jouer et que tout le monde a réalisé son talent? Est-ce quand Geneviève a offert son aide? Est-ce quand Sophie a obtenu la bourse? Ou était-ce le moment où Clara s'est enfin produite à la salle Gaveau? Dites-le-moi dans les commentaires. J'adore lire chacun d'entre eux et y répondre autant que possible. Croyez-vous aux secondes chances? Croyez-vous que les gens peuvent changer comme Antoine a essayé de changer? Croyez-vous que tout le monde, indépendamment de sa profession ou de son compte en banque, mérite dignité et respect? Si votre réponse est oui, laissez votre like sur cette vidéo. Ce simple geste aide plus de gens à voir ce message, aide cette histoire à atteindre ceux qui ont vraiment besoin de l'entendre. Et d'où regardez-vous? Écrivez votre ville dans les commentaires. J'adore savoir que ces histoires touchent des gens de toute la France et du monde. Nous avons déjà eu des spectateurs de Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, et même de Belgique, de Suisse, du Québec et d'Afrique francophone. Où êtes-vous maintenant? Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification. Chaque semaine, j'apporte des histoires comme celle-ci. Des histoires qui émeuvent, qui inspirent, qui vous font croire à nouveau en la bonté humaine, qui montrent que la justice, même si elle tarde, arrive toujours. Que les secondes chances existent, que la dignité n'a pas de prix. Partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, envoyez-la sur WhatsApp à votre famille, postez-la sur Facebook, partagez-la sur X, Twitter, parce que des histoires comme celle de Clara ont besoin d'être racontées. Elles ont besoin d'atteindre ce patron qui traite mal ses employés, cette personne qui juge les autres sur leur apparence, cette famille qui a renoncé à ses rêves, ce jeune qui pense qu'il est trop tard. Il n'est jamais trop tard, jamais. Clara avait 38 ans quand elle a recommencé à jouer. 15 ans de silence, 15 ans de douleur, et en une nuit, tout a changé. Si cela a changé pour elle, cela peut changer pour vous. Cela peut changer pour n'importe qui. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Votre présence compte énormément. À la prochaine vidéo, et souvenez-vous toujours, traitez tout le monde avec respect, parce que chaque personne que vous rencontrez mène un combat dont vous ne savez rien.